Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La coalition des opposants à Alassane Ouattara rend improbable sa réélection le 31 octobre prochain. Pour manifester contre le troisième mandat de Ouattara, l'opposition brandit l'arme de la désobéissance civile. En fait, les partis de l'opposition et des organisations civiles appellent la population à descendre dans les rues pour manifester contre la candidature du président Alassane Ouattara au troisième mandat. Une situation qui laisse penser que le troisième mandat d'Alassane Ouattara pourrait être une menace pour la paix en Côte d'Ivoire. Le troisième mandat de Ouattara est-il réellement une menace pour la paix en Côte d'Ivoire? Suivons maintenant la réponse à cette interrogation par nos différents analystes. Suivons. Côte d'Ivoire, l'opposition contre un troisième mandat d'Ado, une menace contre la paix, c'est notre grande interrogation de ce vendredi matin. De nouvelles manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara ont eu lieu déjà en septembre dernier à Abidjan et surtout en août et dans le reste de la Côte d'Ivoire malgré la suspension par les autorités des manifestations publiques jusqu'au 15 septembre dernier. Les responsables féminines de l'opposition avaient notamment appelé à une journée d'action des femmes sur tout le territoire à la veille de l'investiture officielle par son parti d'Alassane Dramane Ouattara comme candidat. À Abidjan d'ailleurs, la police avait dispersé à coups de gaz lacrymogène une marche des femmes dans le quartier populaire de Yopougon. Eh bien, pendant ce temps, il y avait également d'autres bruits. À Jesco, point de départ de l'autoroute reliant Abidjan à la capitale Yamoussoukro, des pneus ont été brûlés sur la voie principale avant d'être dégagés par les forces de maintien de l'ordre. À Cocody, quartier chic d'Abidjan, un important dispositif policier avait été mis en place avec des policiers anti-émeutes au carrefour stratégique dissuadant toute manifestation. D'ailleurs, nous avons constaté cela il y a encore quelques semaines. D'autres manifestations ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment dans l'est du pays. À Benoît, dans le sud-est du pays, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, les femmes ont marché dans le calme sous bonne escorte de la gendarmerie. Eh bien, un habitant de la ville, toutefois, de nombreux jeunes manifestants ont érigé des barricades coupant la route internationale qui lie Abidjan à la frontière avec le Ghana. À Gagnoa, importante ville à 250 km au nord-ouest d'Abidjan et cité natale de l'ex-président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo, entre 400 et 500 femmes avaient marché dans le calme au cri « Nous ne voulons pas de troisième mandat ou on ne veut plus qu'on tue nos enfants ». Eh bien, à Bengourou, centre-est, les jeunes et les femmes ont manifesté avant d'être dispersés. Eh bien, là encore, un autre scénario qui s'est reproduit dans plusieurs autres villes ivoiriennes. Pendant ce temps, l'opposition ivoirienne s'est réunie pour déclarer haut et fort qu'ils ne veulent plus d'un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara et ont prévu de marcher dimanche prochain dans toute la ville. Et dimanche, c'est le 11 octobre 2020, ils ont pris l'initiative de marcher dans toutes les villes. Pendant ce temps, il y a un homme qui a justement besoin que cela se fasse à tout prix. Peut-être qu'il pourrait justement en profiter. Eh bien, c'est le président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui lui, ben là, il le déclare mordicus. Ils vont marcher, ils vont continuer à marcher jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara prenne l'initiative, eh bien, de quitter le pouvoir. D'ailleurs, il avait déclaré qu'il allait retrouver ses enfants, jouer avec ses petits-fils, passer du bon temps. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il a changé d'avis. Patrick Sapak, où en est-on aujourd'hui quand l'opposition prend l'initiative de remarcher dimanche prochain? Bien, il faut déjà espérer que Konan Bédié a retrouvé le bon sens, parce que vous savez, dans la lecture du comportement des acteurs politiques, il faut toujours être très précis, parce que Konan Bédié est l'un des acteurs justement de l'ensevelissement de l'humanisme en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit bien clair dans les esprits de tout le monde. Oui. Alors, le 1er janvier 1942, sur le continent africain, un homme est arrivé. L'illustration la plus historiquement prouvée du ponce-pilatisme d'État en Afrique ces 60 dernières années, Alassane Dramane Ouattara, qui malheureusement est sorti du socle qui a été fabriqué par Houphouët-Boigny, parce qu'il faut bien comprendre la trajectoire de l'homme en partant justement de ce qui a apporté la vie à ce pays-là, parce que le 1er août 1960, Houphouët-Boigny a signé les fameux accords que nous décrions tous les jours, plateau après plateau, tribune après tribune. Ici, avant que le 7 août
de cette année-là, il annonce l'indépendance. L'indépendance qui n'avait rien à voir avec la déclinaison que l'on doit diffuser dans les consciences des jeunes générations, c'est-à-dire l'auto-administration d'un peuple par lui-même, en considération de ses seuls intérêts, la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Alors, nous sommes complètement aux antipodes après la signature de ces accords de coopération qui ont rétrocédé l'indépendance de la Côte d'Ivoire à la France de manière contractualisée. Et dans la prolongation, on note que Houphouët-Boigny a été très capital justement dans la distorsion de la mise en place de cette lourde plateforme qui devait déjà se projeter sur la confrontation des grands ensembles, c'est-à-dire créer un grand ensemble qui allait porter les aspirations du peuple africain, notamment l'OUA. Donc ça a été dévoyé parce qu'il voulait plutôt que le paternalisme franco-occidental se mette sur cet instrument-là. Alors, derrière, Konan Bédié a été fait ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis immédiatement après, 61. Ensuite, 67, il revient dans le département de l'économie, mais on lui confie finalement cette fonction-là comme ministre des Finances en 1977 jusqu'au 7 décembre 1993 où la présidente de l'Assemblée nationale de 77 au 7 décembre 1993 où Houphouët-Boigny doit perdre la vie malheureusement à la suite de cette prostate qui n'a pas pu s'y conscrire. Et là, comme la dévolution du pouvoir voulait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne le pouvoir, eh bien, il y a eu un gros problème. Je reviens donc dans la trajectoire pour retrouver un homme qui semble être allé en Pennsylvanie, ça va se balader, en disant qu'il allait obtenir un diplôme en économie, alors qu'il n'a jamais commis un ouvrage comme mon frère Timba Yamé en train de se décarcasser à sortir pour toujours construire la conscience politique des jeunes Africains. Alors, doctorat en 72, mais justement en 72 et 73, rappelez-vous, on se retrouve là dans les accords monétaires revus de ce qui avait été signé aux environs de 1960 sur les 100% de réserves d'échange qui allaient être déposées dans le trésor public français. On est revenu à 65% déposés dans le trésor public français et puis 35% devaient être rejetés dans les banques centrales africaines, notamment la BCAO ou encore la BEAC ou encore la BCC, la Banque islamique des Comores. C'est à ce moment-là qu'on le ramène justement au niveau de la Banque centrale, la BCAO, pour essayer de gérer justement la démarche machiavélique qui avait été décidée par ces bandits internationaux sur la question monétaire jusqu'en 1983-84 où il doit seconder Cam Dessus, parce qu'il revient au FMI. Cam Dessus, qui était le patron du FMI, le Fonds monétaire international, mais en charge des questions africaines, sauf que derrière, il y a une secousse internationale qu'on est en train de préparer, c'est-à-dire la chute des matières premières sur le marché international. Il faut donc des hommes qu'on contrôle pour pouvoir mener techniquement à bien cette mission bizarre là. Donc c'est comme ça que le grappin est posé sur lui pour venir ensevelir cette affaire, mais dans une nationalité, la nationalité voltaïque. Et vous savez que la Haute-Volta dans la déclinaison, c'était le pays des hommes malhonnêtes. C'est pour ça que Sankara a dû transformer cette affaire-là en pays des hommes internes, devenu Burkina Faso. Mais il était justement du pays des hommes malhonnêtes, et pour prendre la nationalité qu'il a mené au FMI. Et maintenant, en 1990, lorsque on est en train d'aboutir à la difficulté de gérer la maladie qui gêne Houphouët-Boigny, on pense que ce monsieur doit permettre de continuer de pérenniser la main lourde qu'on a mise sur la Côte d'Ivoire. Et puis on lui dit, écoutez, à Houphouët-Boigny, vous allez encaisser ce monsieur-là, même s'il est voltaïque ou alors il est burkinabé, il va venir ici comme Premier ministre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc pour vous aider, en réalité c'était pour le préparer à arriver à ensevelir le pacte social. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la Constitution voulait, à cette époque-là, que le président de l'Assemblée nationale, c'était la Constitution de 90 justement, voulait que le président de l'Assemblée nationale, qui était Konan Bédié, prenne le pouvoir en cas de démission, en cas d'incapacité ou en cas de décès du chef de l'État. Alors, en 93, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dont j'ai parlé pense qu'il a l'appréhension de gouverner sur Konan Bédié. Et ils disent, toi, tu n'as pas la capacité de le faire, c'est moi seul qui peux le faire, mais encouragé en cela par les bandits internationaux qui l'ont positionné à cette fonction-là. Alors, problème. Konan Bédié, qui a la parfaite conscience que ce n'est pas un Ivoirien, sort dans le concept d'ivoirité. Alors, l'ivoirité arrive, désordre à gauche, à droite, on organise une élection à laquelle Konan Bédié finalement est seul et les gens pensent qu'il faut peut-être aider ce monsieur-là, mais il y a toujours le désordre qui s'installe, si bien que le 24 décembre 1999, Robert Gueye sort pour dire stop et fin, tout le monde dort. Alors, il
il engage dans ce référendum-là pour légitimer cette affaire d'ivoirité, pour dire désormais, si vous voulez être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, eh bien, vous devez être de père et de mère ivoiriens, et eux-mêmes avec des ascendants ivoiriens. Donc, c'est comme ça qu'ils sont évaporés. Konan Bédié lui-même rentre dans cette logique-là, puisqu'il est aussi évaporé de la scène politique ivoirienne, et donc intervient en 2000 l'élection qui met en confrontation Gueye et Gbagbo, où Gbagbo gagne l'élection, puisque Gueye n'avait pas vu Gbagbo arriver. Alors, quand Gbagbo gagne l'élection, Gueye dit « Jamais ce monsieur ne peut pas gouverner ». Alors, donc, le coup d'État, les confrontations commencent, les confrontations armées, oui. Si bien que Gueye doit se voir éliminé et retrouvé dans les buissons avec son épouse comme des rats. Et donc, voilà comment Gbagbo se retrouve dans des négociations après le 19 septembre 2002, où il se rend en Italie dans une mission officielle. Pendant qu'il est là-bas, la rébellion se déclenche dans le nord, parce qu'on va rentrer dans les subtilités qui ont conduit à cette affaire-là. Et Chirac lui dit, écoutez, revenez par Paris, on va vous indiquer comment vous allez régler cette affaire-là. Il dit non, je rentre chez moi, je retrouve mon peuple. Alors il arrive à l'aéroport d'Abidjan, c'est là que le peuple ivoirien l'accueille et le ramène au pouvoir, au palais. Et donc, derrière, on commence à aller à gauche, à droite, non, avec tous des bandits internationaux, puisque les coalitions se mettent en place. Parce que ce Gbagbo-là devient mal élevé. Mal élevé pourquoi, Steve Jolangos? C'est-à-dire qu'il arrive, il trouve que Houphouët-Boigny, pendant toute cette année-là, ces années de pouvoir, avait installé tout un mur, tout un couloir entre l'ambassade des États-Unis, qui jouxte justement la présidente de la République là-bas, pour qu'ils reçoivent de manière discrète toutes les instructions, comme ça c'est le cas un peu partout sur le précaré français, et que là-dedans, la présidence ivoirienne est louée aux Ivoiriens par la France. Donc c'est la propriété française en Côte d'Ivoire. Alors, une prééminence, une institution qui est une prééminence nationale qui appartient à un autre pays et qui doit gouverner justement les politiques publiques dans un pays. Il a dit non. Alors à ce moment-là, les Français lui demandent de payer dans les arriérés des loyers. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Vous payez également les arriérés, la taxe à la propriété foncière. Alors, c'est à ce moment que se déclenche dans cette attaque pendant qu'il est en Italie. Parce que ce monsieur, il ne va pas être avec nous. Alors, on s'en va à gauche, à droite. Quand on arrive à Marcoussis, et il dit, bon, voilà, on lui demande d'introduire les rebelles qui sont partis du Nord. Et il revient, il signe parce qu'il est en France, il ne savait pas ce qui allait lui arriver là-bas. Mais une fois qu'il atterrit à Abidjan, il dit, stop. Ça, c'est des histoires qui sont passées là-bas. Moi, je ne pouvais pas refuser. Mais ici, ce sont les Africains qui vont gérer cette affaire. On commence à aller à gauche, à droite. On va d'abord à Pretoria. Mais quand on va à Pretoria, c'est Thabo Mbeki, le président là-bas, qui lui fait le conseil que l'article 48 de la Constitution le met au-dessus de cette loi fondamentale pour prendre des décisions exceptionnelles lorsque la Côte d'Ivoire est en difficulté. Et la décision conjoncturelle, c'était justement qu'il fallait réhabiliter Ouattara pour son éligibilité. Et en même temps que Konan Bédié, il a utilisé cet article 48 pour réhabiliter cet ogre-là qui nous force à être sur les plateaux encore ce matin. Donc, il est revenu, mais je vais traverser rapidement pour retrouver 2010, parce qu'il y a eu les accords de Ouagadougou qui ont scellé en 2007 pour dire, écoutez, on va d'abord désarmer le Nord, on va réintégrer les rebelles, on va désarmer tout le monde avant de passer à la moindre élection. Alors, tout ceci n'a pas été fait. Il fallait revoir le fichier électoral à travers la refonte des listes. Rien n'a été fait. 2010, on s'engouffre dans une élection où Gbagbo ne pouvait plus refuser parce qu'il y avait une coalition ONUCI et la force française sur place là-bas en Côte d'Ivoire et les bandits justement nationaux portés par toutes les RHDP, tout ce que vous voulez. Donc alors, quand on arrive à cette élection-là, le dernier organe devant statuer en matière électorale qui est la Cour constitutionnelle à l'époque a statut. Parce que comment on appelle, la commission électorale indépendante est fort close, elle a 72 heures pour livrer sa copie, c'est-à-dire le résultat provisoire. Alors, elle a du mal à gérer parce que dans le Nord, il y a des problèmes. Ouattara n'a pas de suffrage. Donc, il faut faire tout ça. C'est pour ça que la Constitution elle-même prévoit que si la commission électorale indépendante est fort close, eh bien, la Cour constitutionnelle prend ses responsabilités, vide le dossier et délivre les résultats. C'est ce qui s'est passé en 2010. La Cour constitutionnelle a fait don de Gbagbo le vainqueur de l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Jolangos? Ça, c'est ce qu'il faut retenir pour la pédagogie de nos enfants. C'est que Ouattara et Soro, Guillaume Kibafori, qui n'ont été fabriqués dans leur ADN que dans la manipulation des drones et des armes, des Kalachnikov, des choses comme ça, sont allés s'embusquer dans un hôtel pour annoncer aux Ivoiriens que désormais, du Golfe. Voilà. Par effraction, c'est eux désormais qui allaient gouverner la Côte d'Ivoire. Alors, c'est parti, 13 000 morts sont tombés.
Alors 13 000 morts, je ne voudrais pas rester sur tout ce qui s'est passé avec la ratification du traité de Rome pour que Gbagbo et Blé Goudé soient happés par cette fausse justice de l'industrie internationale. Et aujourd'hui, 2015, lorsqu'on aboutit à une nouvelle escroquerie politique déguisée en élection, c'est 2 mandats depuis 2010. 2 mandats, un mandat renouvelable une fois. Donc de 5 ans. Alors, c'est donc sûr que ce monsieur doit sortir en 2020, mais en 2016, le gars s'aménage une révision de la Constitution. Mais là-dedans, comme le crime ne peut pas être parfait, ces experts eux-mêmes mettent en place un dispositif qui fait que ce sera seulement après l'élection de 2020 que tout ceci peut s'enclencher sur le plan du dispositif. C'est pour ça que vous entendez parler de la 3e candidature qui est illégale et illégitime. Alors, il veut forcer. Nous arrivons donc en 2020 où il dit, bon, moi je serai plus candidat, mais il a déjà précisé que si ses adversaires, les adversaires de son âge, de sa génération, notamment Gbagbo et Konan Bédié sont candidats, il sera également candidat, mais qu'eux, ils doivent laisser aux jeunes générations la possibilité de gouverner, comme si c'est lui qui était le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, il dit, dans ce jeu de banditisme-là, ok, Godou Koulibaly, son premier ministre, va passer candidat du RHDP dans cette compétition électorale majeure, mais parce qu'il sait quelque chose, Steve Jolengos. En 2011, on a ouvert la poitrine de ce monsieur à la faveur des problèmes cardiaques qu'il avait au niveau toujours de Paris. Et il est reparti là-bas tous les 6 mois jusqu'à ce que 2020 arrive. Et donc, il pose le dévolu sur lui puisqu'il avait son bulletin de santé. Il savait très bien que ce monsieur ne pouvait pas supporter la pression consécutivement à une candidature aussi compliquée dans un pays où les morts sont tombés à gauche et à droite, où la réconciliation est la matrice qu'il faut utiliser pour remettre ce pays sur les rails normaux. Alors, Godou Koulibaly va s'évaporer, il va faire encore cette crise-là en mai, alors qu'on l'a déjà désigné comme étant le candidat. On va l'amener à Paris, mais ce qui se passe là-bas, c'est qu'on lui ouvre de nouveau la poitrine pour vérifier le comportement des valves cardiaques, et quand il revient, ça ne va pas. Une semaine après, vous savez que lorsqu'on a coupé votre doigt, les médecins vont vous donner 2 semaines de repos au moins. Mais il n'a fait qu'une semaine de retour de Paris. Eh bien, on le convoque dans un conseil ministériel où on va lui annoncer dans la salle qu'il va devoir sursoir à devenir candidat et à démissionner, des choses comme ça. Le monsieur a fait directement une syncope, c'est-à-dire une perte de la connaissance due à la diffusion insuffisante du sang vers le cerveau. Et puis il est tombé. Vous comprenez parfaitement. Vous comprenez qu'il savait très bien que ça allait arriver, parce qu'il ne pensait pas quand même que Koulibaly allait mourir très vite, peut-être 6 mois après, mais il allait continuer à contrôler. Alors c'est le contrôle de son propre héritage politique à l'abri de toute compétition démocratique qui a gouverné donc tous les choix qu'il a opérés pendant qu'on est en train d'aboutir. On vous comprend parfaitement. Et aujourd'hui donc, on est dans un 3e mandat très conflictuel, et nous avons dit à ce monsieur de mettre en place un forum républicain de réconciliation nationale pour d'abord penser les plaies avant de s'engager dans une élection. Mais dans 3 semaines, puisque nous sommes le 8 ou le 9 aujourd'hui, on est en train de partir vers l'hécatombe, parce que ça, vous avez... L'élection est prévue pour le 31 octobre prochain. Exactement. Donc voilà un peu planté avant que mes frères ne prennent le On vous a compris parfaitement sur tout ce que vous avez donné comme explication ce matin. Vous êtes revenu encore sur un autre contentieux historique pour que nos téléspectateurs comprennent justement où nous voulons aller ce matin. Docteur Yamb, pendant ce temps, eh bien, l'opposition a prévu de marcher parce que pour eux, jusqu'à preuve de contraire, la candidature de Alassane Dramane Ouattara est contre nature et contre la Constitution. C'est à la fois honorable mais mesquin aussi. Et c'est à l'image de la plupart des oppositions en Afrique qui préfèrent s'attaquer à l'écran de fumée au lieu de s'attaquer au vrai problème qui est derrière l'écran de fumée. Je pense que c'est peut-être ce qui est désolant et rend la situation de pays comme la Côte d'Ivoire, mais généralement de pays d'Afrique francophone, un peu complexe et un peu délicate. Parce qu'au fond, vous n'arriverez pas à régler les problèmes de fond auxquels nous sommes confrontés en faisant une bagarre dans un verre d'eau, alors qu'il faut faire une bagarre dans la cour. C'est toute la maison qui a un problème, c'est toute la concession qui a un problème, ce n'est pas le verre d'eau qui est posé sur la table. Le troisième, la marche de l'opposition, parlons-en. Eh bien, je crois que c'est peut-être le dernier ou la dernière façon ou le dernier moyen par lequel l'opposition ivoirienne croit pouvoir exprimer ses vues aujourd'hui. Marcher, se faire voir par à la fois l'opinion nationale et internationale, mais j'ai plus l'impression que cette opposition, en tout cas les leaders, marchent plus pour être vus
par l'opinion internationale, alors que les Ivoiriens ont des problèmes de fond auxquels on aurait dû s'attaquer depuis fort longtemps. Mais il faut que, dans le rappel historique, pour être parfaitement complet, il faut rappeler que lorsque les Oumniobé se battaient dans le cadre du RDA, c'est justement au niveau de ce qui est derrière l'écran de fumée que ça n'avait pas pu marcher entre Houphouët-Boigny, qui était le président du RDA, et Rouben Oumniobé, qui était le vice-président. Est-ce que les Africains devaient lutter pour se retrouver à discuter entre eux une partie de leur richesse, de leur patrimoine, de ce qu'ils avaient comme ressources, et laisser donc à la puissance colonisatrice et tutélaire et tutrice l'essentiel de leurs ressources, l'essentiel de leur souveraineté. C'est là où ils ne s'étaient pas entendus et où Oumniobé était parti du RDA. Aujourd'hui, on voit bien les conséquences de ce clash-là. On voit très bien également ce qui s'est passé lorsque les Africains ne se sont pas entendus en créant deux groupes lors de la création de l'OUA. Nous ne nous sommes pas toujours battus pour la liberté de l'Afrique. Et c'est ça qui est gênant. Vous avez cette opposition aujourd'hui. C'est peut-être pour cette raison que Gbagbo ne se mêle pas de façon personnelle et directe à cette élection-là. Il laisse faire. Parce que le sens des combats qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui interpelle toute l'Afrique. Parce qu'il faut bien que les Ivoiriens et tous les autres Africains comprennent pourquoi le Cameroun s'intéresse de façon particulière à la Côte d'Ivoire. On ne s'intéresse pas particulièrement à la Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas de préoccupations qui nous sont propres. On a entendu le coup de gueule d'Anatola au début de ces débats. Ça veut dire que nous avons des problèmes sérieux d'organisation de notre propre État, etc. Nous ne disons pas que nous vivons au paradis. Nous avons un État qui a beaucoup de problèmes, qui est anachronique, qui a du mal à s'organiser, le maintien de l'ordre laisse à désirer, la pauvreté est rampante, etc. Mais la Côte d'Ivoire est symptomatique de la situation des pays d'Afrique francophone où vous avez des gens qui sont des pro-colonialistes, comme les Alassane Ouattara, et qui sont au pouvoir, et où vous avez donc ces personnes qui manipulent à longueur d'année les constitutions de niveau moyen. Au max, c'est-à-dire qu'au mieux, si on est gentil, on va dire que ces constitutions sont de niveau moyen, qui les manipulent au gré de leurs intérêts fluctuants et des intérêts de leurs maîtres. Et vous avez de l'autre côté des gens qui disent être dans l'opposition, mais qui en réalité sont dans une opposition aux pro-colonialistes tout en étant eux-mêmes des pro-colonialistes. C'est-à-dire vous avez des pro-colonialistes qui s'affrontent simplement parce que chacun veut être sur le trône. Alors que on s'attendrait à ce que nous ayons une opposition, ou tout au moins, enfin, une opposition, que nous ayons des hommes politiques qui se battent justement pour des questions politiques. Or, les questions politiques essentielles pour les Africains d'Afrique francophone, ce sont les questions de la liberté de l'Afrique, de l'indépendance réelle de cette Afrique-là. Oui. Vous êtes là à vouloir, moi, il est président, je vais être président. Si lui, comme on a le même âge, il veut être candidat, je serai candidat. Vous avez l'impression d'être dans une cour de récréation. Pendant ce temps, le peuple, lui, souffre. Pendant ce temps, vous avez quand même une ancienne puissance colonisatrice ou tutrice qui contrôle 50% de vos recettes d'exportation, qui contrôle toute votre économie, qui définit quelle est la vitesse de développement de vos pays, quelle est l'envergure de développement de vos pays, quels sont les clients que vous pouvez avoir dans le monde, quelle est votre place dans le monde, quelle est votre place dans le système des Nations Unies, qui vous êtes en réalité, par rapport au reste de l'humanité. Vous croyez que le racisme est très loin de la question monétaire? Est très loin de la question de l'indépendance de l'Afrique? Mais tous les autres peuples se disent, mais c'est quoi ce continent où les gens n'arrivent même pas à être libres? Où ils n'arrivent pas à prendre des décisions qui concernent leur vie de tous les jours? Il faut toujours que quelqu'un en décide sur la base d'une simple considération qui est la monnaie. C'est que en fait, l'Afrique fait pitié et elle fait honte. Les élites africaines font honte. Les dirigeants africains font honte. Et ça, c'est grave. Vous voulez... Pourquoi marche l'opposition ivoirienne? C'est la grave interrogation. Marche-t-elle pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Non. Elle marche parce que elle estime que elle veut sa part du gâteau. Elle veut sa part du gâteau. Elle veut remplacer Alassane Ouattara. Oui. Mais si vous avez Alassane Ouattara, il part, et que vous prenez sa place, l'Ivoirien qui a Gagnoa, il vit mieux. Est-ce qu'il vit mieux? Celui qui a Korogo, il vit mieux. Le gars qui a Port-Boué, il vit mieux. Celui qui a Bobo, il vit mieux. Monsieur, c'est ça le problème de fond. C'est ça que Oumniobé appelait l'amélioration continue. Il appelait, c'est son vœu, que la vie des gens s'améliore. Est-ce que le fait que Ouattara ne soit plus au pouvoir parce que cette opposition a marché, que Konan Bédié est peut-être président,
Ça va changer quelque chose à la vie du gars d'Abobo ou de Cocody? Le fond du problème, c'est celui-là. Et c'est en cela que nos oppositions sont vraiment pitoyables. C'est pitoyable. Il ne s'agit pas seulement de la Côte d'Ivoire, il s'agit de tous les pays d'Afrique francophone. Nous avons des dirigeants à la fois pitoyables et des oppositions pitoyables. Parce qu'aucun de ces groupes ne se bat pour l'indépendance de nos pays. Ne se bat pour que nous puissions nous-mêmes gérer nos pays et que la gestion, l'organisation, la structuration, les systèmes d'évaluation et la vision qui guident la vie de nos pays soient fondés sur nos traditions ancestrales, qui sont des traditions de paix, des traditions de sérieux, des traditions de rigueur, des traditions d'inclusion et des traditions qui prennent en compte la vie de tout le monde. Vous ne pouvez pas, et qui sont des traditions évidemment dans lesquelles on ne comprend pas du tout qu'on ne soit pas indépendant. Alors donc, au fond, troisième marche de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas rentrer dans les considérations ivoiriennes, j'ai choisi de rester sur cette espèce de, si vous voulez, de revue ou d'incompréhension, d'expression d'une incompréhension de la pratique de la politique chez nous. Vous êtes des gens qui dirigez des pays et vous dirigez quoi? Vous acceptez volontairement d'être des larbins de personnes qui pillent votre propre pays. Et ceux qui disent s'opposer à vous sont en fait dans une perspective encore plus grave de larbinisme qui ne va pas du tout aider le gars qui vit dans le moindre quartier, le même village ou la moindre ville de votre pays. C'est ça la désolation que j'ai, c'est ça malheureusement l'incompréhension dans laquelle je me trouve, et je voudrais pouvoir vous dire que je suis très embêté quand je regarde tout ce qui se passe en Afrique francophone. Je me demande, mais où avons-nous la tête? L'avons-nous mise en bas et les pieds en haut? Parce qu'à l'époque, lorsque Karl Marx disait, mais il marche sur la tête. Mais est-ce qu'on marche sur la tête sur notre continent, dans la partie francophone? Peut-être que les dieux sont tombés sur la tête finalement. Ben finalement, le problème, c'est que dans nos traditions, il n'y a pas les dieux. Les dieux, dans nos traditions africaines, ce sont les concepts mathématiques. Oui. Il n'y a pas un dieu assis quelque part qui a créé quelque chose. Ce qu'on appelle Dieu, les divinités, en Afrique, ce sont les concepts mathématiques, ce sont les concepts scientifiques. Et peut-être que justement, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire la science portée à un niveau, ramenée à un niveau banal qui intègre tous les aspects de notre vie où nous devrions comprendre que la question de fond de l'action politique, c'est notre indépendance, c'est notre liberté. Merci beaucoup, Dr Yam Timba. Et surtout, merci pour cette première prise de parole. Merci également d'être là ce matin pour nous éclaircir. André Christelle Fanga, je vais me tourner vers vous ce matin, justement pour vous poser la question. Finalement, c'est ces hommes politiques qui prennent l'initiative. Un matin, je vais prendre d'ailleurs le cas de Henri Konan Bédié. Jusqu'en 2010, il a pris le parti d'Alassane Dramane Ouattara et surtout Guillaume Soro. Ils étaient tous complices pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Dimanche prochain, c'est le même type qui va prendre l'initiative de marcher pour dire que lui, il ne veut pas un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il veut être président. N'est-ce pas encore là un autre paradoxe en Afrique francophone? Merci Josolangos. Je veux remercier Dr Yam Timba et Sapak pour leur prise de parole qui ont planté véritablement le décor de ce débat. Je voudrais dire une chose. Moi, je ne voulais pas rentrer dans les anciennes aptitudes et habitudes de M. Konan Bédié ou bien de tous les acteurs de la politique ivoirienne. Le monsieur dont les plateaux nous sont obligés, comme le disait Sapak tout à l'heure, monsieur Alassane Dramane Ouattara, est un problème. Et est justement un problème pour notre Afrique et surtout l'Afrique francophone. Et si il faut s'allier à des démons comme Kimbafori Soro Guillaume, comme Bédié, pour le faire partir, mieux vaut s'allier. Parce que s'il y a au moins quelqu'un qui connaît M. Alassane Dramane Ouattara, c'est Kimbafori Soro Guillaume, c'est Konan Bédié, parce qu'ils ont cheminé ensemble. Ils se connaissent. Et je pense que lors de l'investiture du président Bédié dans son parti, il avait demandé justement à ses fils, parce qu'il a des fils dans son parti qui voulaient être candidats. Il a cité, je crois, Billon, il a cité, je crois, celui qui est aussi franco-sénégalais, ivoirien, là, le neveu de Thiam, voilà, qu'ils peuvent attendre, parce qu'il a un dernier combat à livrer. Et ce dernier combat, il a pris la tête de proue. Et comme un proverbe ivoirien dit, dans la brousse, c'est le plus vieux éléphant qui montre la voie. Et nous sommes dans le pays des éléphants. Et je pense que si cet éléphant-là peut montrer la voie du chassement
de M. Ouattara. Donc, le mot là revient également, le chassement. Oui, bien sûr. Parce que c'est un chassement. Il faut le chasser à tout prix. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation de la Côte d'Ivoire, ça fait partie de la souveraineté, ça fait partie du combat de la souveraineté, de la liberté. Parce que vous ne pouvez pas prendre un individu qui a tout vendu, qui a tout donné à la France. Vous savez, M. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais gagné une élection. Et il n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire comme à la présidence ivoirienne comme par une élection. Il est arrivé par coup d'État. Il faut le préciser et il faut continuer à le préciser. C'est un gars qui a fait un coup d'État en complicité avec l'ONUCI, qui est représenté en Côte d'Ivoire par M. Choi, avec le concours de la France, de Nicolas Sarkozy, vous avez le concours de Kimba Fori Sorogum avec ses rebelles, avec le concours de Conan Bédié qui a mené la caution des vrais Ivoiriens, parce qu'en dehors d'être un leader politique, il est aussi chef traditionnel. Donc, il a mené la caution traditionnelle des vrais fils de Côte d'Ivoire pour que M. Alassane Dramane Ouattara, parce qu'on lui a promis quelques cigares. Vous avez oublié Jean Ping. J'y arrivais. Avec Jean Ping, qui était président de la commission de l'Union africaine. Vous avez M. Blaise Compaoré, qui était le gardien des rebelles d'abord, le gardien des rebelles, l'organisateur des rebelles, et puis après médiateur. Donc, vous avez cette compilation des malfaiteurs qui se sont mis ensemble pour installer le gangstérisme politique en Côte d'Ivoire, conduit donc à enlever le président Laurent Koudou-Gbagbo du pouvoir et installer M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, on allait d'imposture en imposture. Ce monsieur est un imposteur de la première catégorie, M. Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs, même, il souffre, il est très souffrant. Et je pense que je vais rappeler cela. On doit porter plainte à l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour non-assistance en personne en danger. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara est en danger avec lui-même. Il a un problème pour lui-même parce que quelqu'un ne peut pas être incohérent avec lui-même. Je ne suis pas candidat, je suis candidat, je ne suis pas candidat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffre. Il souffre énormément, donc il faut le consulter, il faut peut-être même pourquoi pas l'interdire. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire vous-même, à Mondio Vision, vraiment, je dois aller regarder mes enfants, je dois jouer avec mes petits-enfants. Et vous dites encore que non, vraiment, pour le besoin supérieur de la Côte d'Ivoire, je dois être candidat. Ce même besoin, vous l'avez exprimé, vous avez donné la charge à quelqu'un qui était très gravement malade. Deuxième plainte contre M. Alassane Dramane Ouattara pour assassinat de M. Ngol Koulibaly. Parce que vous ne pouvez pas déclarer que les charges présidentielles sont extrêmement lourdes. C'est-à-dire tous les soirs, à 23 h, on m'amène 2 cantines de dossiers à signer. Et vous prenez ce genre de charge, vous déposez sur quelqu'un qui a une pile dans le cœur pour faire cette charge. Non, vous êtes assassin. Donc, je pense qu'il faut porter plainte à M. Ouattara pour assassinat de M. Ngol Koulibaly. Donc, il savait qu'il allait mourir, donc en lui donnant d'abord la charge émotionnelle. Vous imaginez la charge émotionnelle qu'il y a d'être candidat à une élection présidentielle. On ne peut pas également oublier qu'il est tombé dans le Parlement. Hein. C'est dans le Parlement qu'il est tombé. Mais vous comprenez qu'il y a une stratégie bien mise en place pour qu'il puisse tomber et mourir. Et maintenant, troisième incongruité de M. Alassane Dramane Ouattara qui dit et qui déclare à Mondio Vision, je dois laisser le pouvoir à une jeune génération. Donc, sa part de jeune génération, c'est un papa de 60 ans. 65. Donc, c'est-à-dire, Ngol Koulibaly qui a plus de 60 ans. Mais écoutez, soyons sérieux. Ça veut dire qu'il insulte Ahmed Bakayoko, il insulte Kimba Fori Sorogio, il insulte Charles Blé Goudé, il insulte tous les autres qui sont dans la quarantaine, qui pouvaient faire l'affaire. Donc, écoutez, soyons sérieux. Ce monsieur a des problèmes. Donc, aujourd'hui, si l'opposition s'est réunie, comme ils vont se réunir dimanche, avec tout le monde, parce que là, il faut dire, les vrais Ivoiriens se sont retrouvés. Du nord, du sud, de l'ouest, à tous les niveaux. Tous les Ivoiriens de vraies souches se sont retrouvés. Parce que Conan Bédié, un vrai Ivoirien, président Laurent Koudou-Gbagbo, un vrai Ivoirien, Mamadou Koulibaly, un vrai Ivoirien. En fait, tous les figures de proue de l'opposition aujourd'hui sont de vrais Ivoiriens qui ont décidé de dire qu'ils veulent reprendre en main leur propre pays. Même si il y a des brebis galeuses dans
dans leur troupe, mais il faut reprendre la Côte d'Ivoire entre les mains des étrangers. Et la main des étrangers, c'est qui? C'est de la France. Parce que la vraie opposition de la Côte d'Ivoire, c'est la France. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez vu M. Nicolas Sarkozy, que je salue particulièrement, qui avait annoncé « Je m'en vais installer la démocratie en Côte d'Ivoire et en Libye ». Voilà le résultat de la démocratie aujourd'hui. Il a installé M. Alassane Dramane Ouattara. Macron est venu donner sa bénédiction. Même le même Macron, maintenant, lui-même s'est retrouvé éventré. Parce que quand Alassane Dramane Ouattara annonce sa non-candidature, il déclare décision historique. Vraiment, Alassane Dramane Ouattara est entré dans l'histoire de la politique mondiale planétaire. Il est devenu un très grand démocrate. Il a refusé de se présenter à une élection présidentielle. Revirement de situation. 6 mois après, M. Alassane Dramane... Non, la Côte d'Ivoire a chuté. La Côte d'Ivoire était un modèle. Voilà, un modèle. Donc, pas les gérontocraties. Non, Alassane Dramane était un homme de parole et la Côte d'Ivoire était un modèle. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Maintenant, M. Macron, parlez. Nous, on va vous écouter. Non, écoutez. Interpellez M. Macron. M. Macron, dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, je vais faire comme Calibri, ce petit voyou-là qui vous a interpellé au salon de l'agriculture. Monsieur Macron, Ouattara s'est présenté à une élection au 3e mandat en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous dites? Monsieur Macron, Ouattara a commencé déjà à tuer les Ivoiriens parce qu'il y a déjà plus de 35 morts, parce qu'il a présenté sa candidature pour un 3e mandat. Monsieur Macron, est-ce que vous allez laisser la Côte d'Ivoire pourrir? Voilà mon interpellation ce matin pour ce monsieur. Merci à Christelle Wafanga. C'est assez brutal ce matin, mais bon, on vous comprend parfaitement. Albert Anatola. Mais c'est quand c'est sur le cas du Cameroun qui dit que non, je suis au courant, je vais prendre des décisions. Il n'est pas au courant qu'en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara est candidat pour un 3e mandat et qu'il y a déjà 35 morts seulement pour des marches pacifiques. On vous comprend parfaitement. Hein. Albert Anatola, ici, finalement, je vais vous poser ma première question. Hein. Je vais aller pas à pas avec vous ce matin. Finalement, où est la réponse de Emmanuel Macron depuis que Alassane Dramane Ouattara a fait un revirement à 90 degrés? Avant de répondre à votre question, je voudrais vous indiquer que dans un pays qui se veut démocratique, le président de la République, du moins s'il a un mandat légitime, a la responsabilité de protéger et de respecter la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Dans le cas qui nous intéresse ce matin, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a respecté la Constitution? Est-ce qu'il a respecté la légalité? Nous avons tous la réponse. Nous savons qu'en 2010, il est venu comme candidat exceptionnel. En 2015, il est venu, il était le candidat dérivé, dans le candidat par dérivation. Oui. En 2020, il paraît qu'il est le candidat de la force majeure. Allez donc comprendre ce que ça veut dire. Je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental, et tout à l'heure, il me le précisait fort opportunément, que lorsque nous observons la scène politique ivoirienne, il y a 2 constantes qui se dégagent. La première, c'est quoi? C'est que nous assistons beaucoup plus au débat relatif à des questions périphériques que sur des problématiques fondamentales. C'est-à-dire l'autonomie réelle, l'indépendance politique, la souveraineté économique. Donc, c'est soit dans les véritables problèmes. Parce que lorsqu'aujourd'hui on voit la scène, du moins ce qui occupe la scène politique ivoirienne s'étriper, ces problématiques fondamentales que je viens d'énoncer ne les préoccupent pas. Bien évidemment. C'est-à-dire l'intérêt du peuple n'est pas véritablement mis en avant. Et la seule personne, à mon sens, qui avait véritablement mis en avant l'intérêt du peuple et surtout le dessin de la Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo. La preuve, c'est qu'il a appelé les fameux accords de Marcoussis. Il a dit oui, j'ai accepté ça là-bas, mais pas ici. C'est important. Pourquoi? Parce que il avait pour souci, justement, de répondre à la question fondamentale, pourquoi est-ce que les Ivoiriens m'ont élu président de la République de Côte d'Ivoire? Maintenant, pour revenir à votre question, personnellement,
lorsque j'ai dit cela, lorsque je parle de l'indépendance politique et économique, lorsque je parle de la souveraineté, lorsque je parle de l'autonomie, j'ai pas besoin que Macron me donne un avis sur ce qu'une décision à prendre dans mon pays. C'est clair. Je n'ai pas besoin, parce que la réciprocité n'existe pas. En passant, il y a justement une situation qui s'est déclenchée du côté de la Haute-Savoie en France. Les médias français n'en parlent pas. Ni France 24, ni RFI, personne n'en parle. Quand il s'agit de l'Afrique, ils sont les premiers à parler. Quand il s'agit du Cameroun, ils sont très forts. Après la situation corse, il y en a qui s'est déclenché actuellement du coup de la Haute-Savoie. Personne n'en parle. Donc, au nom de quoi est-ce que... Et puis, c'est ça qui est scandaleux, parce que tous les acteurs de la scène politique ivoirienne ont un parent, un homme politique français. Qui est comme leur parent. Qui est comme leur parent. Oui. Et la preuve, c'est que tout le monde s'adresse à M. Macron comme le grand arbitre du jeu politique ivoirien. Mais il y a un gros problème. Certains d'entre eux, c'est leur fils. Hein. Il y a un très gros problème. Non, il y a un très gros problème. Et justement, ça donne donc finalement des coudées franches à la prédation internationale de continuer de perpétuer, n'est-ce pas, ses forfaits, sa forfaiture, sa perfidie. La preuve également, la plupart de ces acteurs n'ont pas que la nationalité, la carte d'identité ivoirienne, n'ont pas que le passeport ivoirien, ils ont des passeports, n'est-ce pas, français, américains, belges, britanniques. Ça veut dire que ces gens, ils ne sont pas les nôtres. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ne protègent pas nos intérêts, ils ne peuvent pas nous protéger. Ils ne peuvent pas défendre les intérêts de notre République. Je pense qu'il faut un retour, en Côte d'Ivoire, il faut un retour du nationalisme authentique. Albert, on est là ici, laissez-moi rebondir en tout cas sur vos propos. Hein. Oui. Emmanuel Macron a déclaré, lorsque Alassane Dramane Ouattara a pris l'initiative de ne pas se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de ce 31 octobre 2020, il a déclaré Alassane Dramane Ouattara est un homme de parole. Peut-on dire réellement qu'Alassane Dramane Ouattara est un homme de parole quand Laurent Koudou Gbagbo déclare c'est un menteur? Je vous dis, c'est un menteur. C'est ce qu'il est. Je pense que dans votre papier tout à l'heure, votre papier introductif, oui. Eh bien, vous avez la réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui annonce, je crois que c'était au mois de mars, de mars, qui ne peut pas, il a donné des éléments qui semblaient pertinents. Qu'en plus d'être fatigué, de rentrer chez lui à 23 h avec des cantines, des parapheurs pour signer, et d'être au bureau à 10 h le lendemain matin, il est vraiment fatigué, ça pèse sur ses frères épaules, il va s'occuper de ses enfants, ses petits-enfants, et de sa fondation, j'ajoute. Maintenant, marche arrête toute, je crois, nous sommes le mois d'août. Oui. Le 6 août, je crois. Il s'est dédié. Il dit qu'il donne encore d'autres arguments. Parce qu'il y a un cas de force majeure, il n'y a pas un autre candidat. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a du charisme, qui est intelligent, même dans son propre camp, ou bien dans le camp d'en face, du moins dans la partie présidentielle, c'est-à-dire le RHDP, qui a. Donc lui s'est approprié, n'est-ce pas, l'exclusivité de la matière grise, donc il n'y a que lui pour se représenter, pour succéder à lui-même. C'est de ça que ça veut dire qu'il insulte même les intellectuels ivoiriens. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, disons, il faut qu'on soit sérieux. Ce qui a été passé en Côte d'Ivoire, et c'est malheureusement, ça risque d'être une escalade qui se prépare. Avec la désobéissance civile qui a été annoncée respectivement par M. Henri Konan Bédié, oui. et M. Pascal Affinguessin et les autres, eh bien, ça va être très compliqué. Maintenant, vous avez, de l'autre côté, même comme il est depuis son palace parisien, une fois de plus, M. Guillaume Soro, il annonce également, il s'aligne également sur le projet de désobéissance civile. Moi, je pense qu'il faut que les hommes politiques cessent d'instrumentaliser les jeunes. Parce que leurs familles sont à l'abri. Oui, ils ont des milliards dans les banques. Ouais, pendant ce temps, les populations meurent de faim. La famille à l'abri, les enfants sont à l'abri. Mais ils demandent aux enfants des autres Ivoiriens d'aller de ces projets. Moi, je trouve cela, à mon sens, je trouve cela vraiment scandaleux et irresponsable. Merci Albert Anatola. Ici, permettez-moi, monsieur, de lire quelques messages sur Facebook et sur WhatsApp ce matin. Le cas ivoirien est urgent. Hein. Oui, le cas ivoirien est urgent. Le cas ivoirien est on va revenir dans un instant. Même si on pouvait faire les charters, prendre des Camerounais pour qu'on nous dépose pour cette marche du 10, vraiment, nous serons partants. Merci. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que, regardez, j'ai porté les couleurs de la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
vous comprenez, pour la couleur orange, pour dire que je suis de tout cœur, de tout ce qu'il faut faire pour que M. Alassane Dramane Ouattara soit chassé de la Côte d'Ivoire. Merci. Ça, il faut se le dire clairement. Merci beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, Fanga, c'est qu'il y a la possibilité de marcher ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au Cameroun. Mais cela s'est produit déjà en 2010. Nous avons été sérieusement bastonnés parce qu'on était en train d'indiquer que la France devait laisser la Côte d'Ivoire tranquille par la sécurocratie au Cameroun. Donc ce n'est pas seulement elle a fait la Côte d'Ivoire au niveau des gens qui n'ont pas de formation idéologique, de formation politique. Donc c'est ce qu'il faut souligner à grands traits en appuyant. On vous comprend, messieurs. On comprend que le débat commence à monter d'un cran. Stéphane Sullivan, Onana, bonjour DBS, bonjour le panel Ouedago Zumbi, bonjour Alain Patrick Ikoumenoudi, bonjour à tous. Solange Morel, n'oubliez pas le rassemblement du 10-10 au stade. Elle nous prévient d'ailleurs, Solange Morel du côté de Paris, elle nous demande de ne pas oublier justement le rassemblement pour demain samedi. Du côté du stade, Bertel Teketsa, bonjour DBS, bonjour aux invités. Quel jeu joue la France par rapport à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara? Ce silence est-il à la mésentente, si ça existe, entre Macron et son ministre des Affaires étrangères? Jean-Yves Laudrillon, les US ajoutent-ils une influence actuellement sur la situation en Côte d'Ivoire? Bertel depuis la France. Ertor Achille Mengue, Patrick Alain Patrick Ikoumé regarde toujours avec nous. Paul Piso, bravo DBS, depuis Chypre. Paul Piso nous écrit depuis Chypre ce matin. Corinne Kwame, Otep, Katiopia. Otep également à toi. Bravo à DBS. Bravo également, toujours connecté. Wati Bizoko. Ils sont nombreux d'ailleurs qui nous disent bravo ce matin. Wati Bizoko, éduquons-nous vivants. Marianne Gopon nous dit bonjour DBS, bonjour au plateau. Paul Piso, Niamsi, Soro sont un mauvais exemple pour la jeunesse camerounaise et africaine en général. Inès Sonia Koulibaly, Racine nous dit DBS, bravo et surtout notre reconfort et surtout toujours avec vous ce matin. Ils sont en train de nous écrire, ils sont très nombreux d'ailleurs à écrire sur la plateforme DBS, toujours bravo DBS, bonjour DBS. Je vais aller sur WhatsApp ce matin. Les Ivoiriens ont mis bonjour chers amis, je salue tout le monde là jusqu'aux techniciens. Revenons sur le troisième mandat de Ouattara. Ce n'est pas sa volonté, c'est la France qui a la main invisible que les Ivoiriens ne voient même pas. On voit le danger venir à grands pas. Prions Dieu pour que le feu qui est en train de s'allumer s'éteint le plus vite possible. Ouattara s'en fout. La Côte d'Ivoire, il va retourner en France ou encore au Burkina Faso. Si Gbagbo revient au pouvoir, le CFA est fini. C'est pourquoi la France est là. Moi, c'est Sikuru Tamomo, Sibedje, Finguessan et d'autres arrivent au pouvoir. Rien ne changera en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens ne se trompent pas. Que Dieu protège les Ivoiriens pour que le danger qui est à la porte de cette Côte d'Ivoire, qui nous est très chère. Bonne journée à vous, El Hadj Sikuru Tamono, depuis Porto Novo. Porto Novo, je pense que c'est au Bénin. Bonjour, la DBS ce matin, l'opposition ivoirienne, elle, dans la logique d'empêcher Alassane Dramane Ouattara de faire un troisième mandat qui est illégal par la Constitution. Il avait la possibilité de sortir par la grande porte et marquer l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui sortira par la petite porte car le peuple ivoirien prêt à le faire échouer, à faire échouer son plan du troisième mandat. Fabrice Yomi depuis Niamey, c'est au Niger. Bonjour DBS, Ouattara, c'est le plus grand traître de l'Afrique. Il a une femme blanche, il a fréquenté chez les Blancs. C'est une honte pour l'Afrique. Ils sommes depuis Douala, ici au Cameroun. Voilà, donc, les gars sont assez durs ce matin. Monsieur Steve, l'exemple le plus patent est la situation qui avait prévalu en Côte d'Ivoire en 2011, alors que Gbagbo était encore président ivoirien, que la France avait déjà donné la signature à Ouattara dans les comptes des opérations de la Côte d'Ivoire au Trésor français. Et la BCAO, le pays s'est battu pour moyens informels et tactiques irrégulières dont seul il a le secret. La France contrôle tout. Adamou depuis Marois, c'est dans l'extrême nord du pays. On parle bien sûr du Cameroun. Bonjour Steve et à toute la grande famille de DBS la matinale. Je salue de mes 5 doigts les 3 guerriers infatigables panafricains, président Bandakani, Sapak, André Clissel Fanga, c'est Thompson et Han depuis Bédi ici à Douala. Je suis très ravi d'être avec vous ce matin après quelques jours de coupure. Oui, c'est toujours l'électricité, on vous comprend parfaitement. La République centrafricaine est la pupille de l'Afrique vu sa position géographique. Je viens parler ici de François Bozizé qui a déjà été à la magistrature suprême et qui avait foutu le bordel et surtout la merde. Qu'a-t-il de nouveau
pour le peuple centrafricain? C'est son interrogation d'après moi. Il n'a plus rien à faire dans ces élections. Je souhaiterais qu'on mette parmi les critères de sélection ceci: toute personne qui voudrait empêcher accéder à la magistrature suprême du côté de la République centrafricaine en Afrique doit être préalablement celui qui n'a jamais eu un visa pour l'Occident, du moins celui qui n'a jamais traversé les frontières africaines. Il doit maîtriser la géostratégie. C'est ce qu'il nous dit, hein, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis Douala, la géostratégie militaire de guerre dans un cadre panafricain, ceci pour savoir protéger les intérêts de son pays et de l'Afrique tout entière. Très bonne journée à vous sur le plateau. Thompson et Han depuis midi, Douala. C'est toujours lui qui nous écrit ce matin concernant justement Alassane Dramane Ouattara. C'est encore pas mal de choses qu'il nous dit. Messieurs, vous avez suivi ce qu'il a dit? Celui qui a un deuxième passeport, qu'il soit belge, français, ou alors que lui qui a fréquenté du côté de la France, ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle. Pour lui, c'est ce qu'il faut faire désormais sur le continent africain. Mais est-ce qu'on va y arriver, messieurs? Je vous poserai la question tout à l'heure d'ailleurs. Il va répondre sur C'est une façon de voir. Bonjour monsieur Gos, bonne continuation pour d'hier ce matin. Docteur Yam Timba, vous êtes le meilleur, fierté pour notre pays et le continent africain, signé Godola Garé depuis Marois, c'est dans l'extrême nord du pays. Yam Timba, on vous salue ce matin. Bonjour chers panélistes, je me nomme Bamba Yakouba, j'appelle de la Côte d'Ivoire à Abidjan. La thématique du jour m'oblige à réagir car il s'agit de mon pays. D'abord, Alassane Dramane Ouattara manifestement conduit la Côte d'Ivoire vers une nouvelle crise dont lui seul connaîtrait l'issue. La communauté nationale et internationale lui ont proposé l'arrêt du processus électoral avant tout consensus, mais Ouattara tente de faire croire à ses militants et à la communauté internationale, tous préoccupés par la situation, qu'il maîtrise la situation. L'attitude de la communauté internationale interpelle directement l'opposition ivoirienne qui à son tour doit montrer qu'il ne peut y avoir d'élection paisible dans le climat actuel. À cet effet, l'opposition doit, à partir du meeting du samedi 10 octobre 2020, inonder la commune du Plateau et demeurer dans les rues d'Abidjan pour obliger la CEI, la Commission électorale indépendante, à ne pas ouvrir la campagne. Je vous remercie. Je rappelle que vous vous appelez Bamba Yakouba et vous nous écrivez depuis la Côte d'Ivoire. Pour une fois, un Ivoirien a pu nous donner son identité. C'est pas souvent très facile. Bonjour Diviès, bonjour Monsieur Patrick. Où en est-on avec la mort du franc CFA en zone CEMAC? Cette monnaie, esclavage, bon, esclavagisme, bon, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Merci. C'est André-Marie depuis le Gabon. Il est du côté de Libreville. Et nous parle d'ailleurs de la monnaie ce matin. Sujet cher au cœur de notre frère Dr Yam Timba. Bonjour Dibias, bonjour Monsieur Ngos. Très bonne thématique ce matin. Heureusement pour moi, nous avons un économiste sur le plateau. Ma question reste la même. Que dit le Dr Yam qui nous dit comment se fait-il que les colons impriment des papiers dans les machines? Ils y inscrivent des chiffres, viennent nous endetter avec et prennent tout notre sous-sol. Pendant ce temps, nous avons des grands professeurs qui nous parlent de l'économie. C'est de la fémania. Bon. Pure et simple. Pure et simple. Ah non, mais je vous coupe pas. De la fémania pure et simple. C'est-à-dire, vous n'avez même jamais vu de fémania plus organisée. C'est Eric depuis l'Écosse. C'est la pire arnaque que je connaisse. Peut-être que celle qui ressemble un peu, c'est l'arnaque de l'Allemagne sur la France entre 1940 et 1944. Jusqu'à ce que, justement, les Camerounais aillent libérer Paris avec Leclerc. Et c'est pour ça que Leclerc est devenu maréchal et que De Gaulle, lui, n'est pas devenu maréchal. Maréchal, justement. Eh bien, messieurs, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis l'Écosse. Hein, et vous appuyez justement cette question. Donc, j'ai justement la fémania pour vous. Vous avez bien sûr répondu à cette interrogation ce matin. Le prototype de poigne donatien. Il ne s'est pas inspiré de tout. Messieurs, on espère qu'on aura encore un peu de temps. Bonjour, Dibia, c'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Longue vie à vous tous, Monsieur Steve. Tous ceux qui misent sur l'alternance au pouvoir dans les néocolonies seront tous déçus, puisque rien ne peut être acquis dans la néocolonie, surtout la partie française. Le problème en Côte d'Ivoire, pour moi, ne doit pas être le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara, mais plutôt du rôle nuisible que ce monsieur joue dans la France-Afrique. Et c'est bien qu'il soit traité comme tel, car il n'est pas arrivé au pouvoir de façon décente. Il faut à tout prix éviter le bain de sang dans ce pays. Merci à vous, mes frères, et surtout, bonne suite. Il nous écrit justement depuis Sokodé au Togo. Et pendant ce temps, les messages pleuvent, hein, ils tombent d'ailleurs. Bonjour Dibia, je salue à tous vos panélistes. Ce sont nos propres frères qui vendent l'Afrique. Stanislas depuis Marois. Il vous dit clairement que ce sont nos frères, hein, qui vendent en tout cas l'Afrique encore aujourd'hui. Bien le bonjour à tout le panel sur le plateau. Les Ivoiriens sont à l'origine de leurs propres problèmes. Ils sont restés tranquilles pendant que Gbagbo se faisait marcher dessus par ces bourreaux qui sont Sarkozy, Ouattara, Soro et Konan Bédié. Un président qui est arrivé au pouvoir par le sang ne peut que régner par le sang. Lionel depuis Douala, ici même au Cameroun. Salut Steve, mon message d'aujourd'hui n'a pas été lu. Vous avez lu seulement celui d'hier. Thompson et Hard depuis midi.
Je vais le relire tout à l'heure, ne vous inquiétez surtout pas. Le temps nous est imparti. Salut, vraiment, merci beaucoup pour l'émission. La personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Bonjour DBS, Ouattara est un voyou politique. Il doit apprendre à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. Merci Dominique Timba depuis le Togo. Bonjour DBS, je suis surpris de vous encourager, que vous encouragez les marches en Côte d'Ivoire et dites non aux marches au Cameroun. Vous encouragez le chaos en Côte d'Ivoire. La personne également n'a pas laissé son nom. Il fallait qu'il donne son nom. Non, c'est pas le plus important ce matin. Vraiment, saluez-moi tout le monde de ma part depuis le Cameroun. Nous sommes là pour nous, mais pas pour Ouattara. C'est moi, bien sûr, cette personne nous écrit depuis Maroua. Méchant vous a posé une question tout à l'heure d'ailleurs, hein, quelqu'un qui nous écrivait d'ici Douala, il nous faisait comprendre que pour lui, si quelqu'un doit aller à une élection présidentielle dans les jours à venir, celui qui veut en tout cas aller pour la magistrature suprême, il ne doit pas avoir 2 passeports, il ne doit pas avoir 2 nationalités, et c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir fait des études du côté de la France sur cette question. Oui, allez-y, rapidement, allons-y. C'est une question essentielle. Oui. C'est une question essentielle. Je comprends que le téléspectateur est révulsé, parce que quand il regarde Alassane Ouattara, on dirait que c'est lui qui le décrit. Oui. Mais il faut comprendre que il y a peut-être 2-3 petites choses. Quand vous sortez de votre pays et que vous faites 2 ans hors de votre pays, sur le plan de l'analyse sociologique et psychosociale, il vous faudra 8 ans avant de vous réadapter. C'est-à-dire quand vous revenez, si vous avez passé 2 ans à l'extérieur, vous avez besoin de 8 ans pour vous réadapter à nouveau, vous réintégrer dans la société. Ça pose effectivement un problème de la résidence de nos compatriotes, mais ça pose particulièrement un problème de la nationalité de ceux qui veulent diriger le pays et de ceux à qui ils rendent compte. J'entends beaucoup de gens poser le problème de la double nationalité, de la multiple nationalité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de double nationalité en Chine, il n'y en a pas en Russie, et tous les pays qui ont voulu se développer, il n'y en a pas au Vietnam, il n'y en a pas, etc. Les gens vont vous dire, oui, mais il y en a en Europe, il y en a en Amérique du Nord, oui. Mais vous oubliez que l'Amérique du Nord, c'est les colonies de l'Europe. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Si vous prenez les États-Unis, mais ce sont des Anglais, des Irlandais, des Italiens, des Français. C'est normal qu'ils aient envie de rentrer chez eux. Des Écossais. Des Écossais, tout ça. C'est normal qu'ils aient envie, les Allemands, qu'ils aient envie de faire la navette entre leur zone native et puis les colonies. C'est normal que les Australiens aient la double nationalité australienne, française, anglaise. C'est les mêmes gens. Oui. Sauf que ils veulent retrouver leur environnement. C'est normal, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme ce faux truc de bilinguisme qu'il y a au Canada, mais c'est des Français qui sont au Québec, des Huguenots français. Et puis les autres sont des Anglais, des Irlandais. C'est normal que d'abord chez eux, ils veulent s'entendre entre eux parlant leur propre langue. Ici, chez nous, on va créer le même problème. Est-ce que nous, on est des Huguenots? Est-ce que nous, on est des Anglais? Pour dire qu'on va faire les histoires comme eux. Ils viennent nous conseiller sur le multiculturalisme. Ils en savent quoi? Ils savent comment on mange le bongo chobi et pourquoi l'autre doit manger le kondré ou l'un autre le sanga. Ils n'en savent rien, ou l'autre le baoba. Ils savent rien de tout ça. Donc, la question de fond, c'est que nous avons besoin aujourd'hui en Afrique de vrais nationalistes. Purs, durs. D'ailleurs, même pour les Occidentaux ou pour les Asiatiques, les vrais interlocuteurs, les bons interlocuteurs qu'ils peuvent avoir pour la paix dans le monde et pour le développement de toutes les composantes de l'humanité, c'est des nationalistes purs et durs. Les modèles de présidents qu'il faut avoir chez nous, c'est les gens comme les Xi Jinping, c'est les gens comme les Vladimir Poutine, c'est les gens comme les Merkel. Parce que vous êtes là, les gens rigolent, mais vous voyez comment Merkel est dure? C'est une Allemande pure et dure et qui ne pense qu'Allemagne. Hein. Le reste là, elle regarde, mais elle est d'abord allemande. Quand Trump dit que l'avenir appartient aux patriotes, pas aux mondialistes, il n'a pas tort du tout. De toute façon, nous on le dit depuis une éternité. Bien avant qu'il ne soit président de la République, vous allez sur ma page Facebook, vous trouverez, c'est mon compte, vous trouvez ça il y a peut-être 7 ans ou 10 ans. Donc la question de fond aujourd'hui, c'est qu'il faut des critères clairs. Les histoires de caution, comme elle a pour être président de la République, mais c'est de la rigolade, c'est pas sérieux. Quel type qui veut venir diriger votre pays, vous demandez qu'il paye 30 millions ou 50 millions ou 100 millions. Est-ce que c'est ça le critère de fond? Le critère de fond, ce n'est peut-être pas par rapport à l'éducation. On peut aller s'instruire partout dans le monde. La science, pour nous les Africains d'ailleurs qui avons donné la science à l'humanité, on ne peut pas limiter l'horizon où les gens vont chercher la science. Par contre, il faut qu'on s'entende. Est-ce que vous devez avoir un conjoint, c'est-à-dire une épouse ou un époux qui n'a pas la nationalité camerounaise?
ou la nationalité ivoirienne, la nationalité de votre pays, est-ce qu'il est normal que vous ayez une autre nationalité? Parce que chaque fois que vous avez une nationalité, vous rendez compte à ce pays-là. Est-ce que c'est des gens comme ça qui doivent diriger notre pays? Au Gabon, on a autant de choses. Et il y a le fait que quand vous voulez diriger, ceux qui doivent diriger nos pays ne devraient pas du tout être des personnes qui ont des intérêts à l'étranger. Vous pouvez pas, si vous avez un intérêt, si par exemple vous voulez diriger un pays en Afrique et que vous avez des villas, de l'argent dans les comptes bancaires ailleurs, des choses comme ça, vous avez tendance à avoir une attitude presque obséquieuse envers le pays où vous avez des intérêts. Et peut-être que ce pays peut être un pays qui pille le vôtre. Et vous allez certainement tomber dans le piège de la faiblesse de leur laisser un certain nombre de choses auxquelles ils n'ont pas forcément droit. Oui. Et je crois que l'autre chose, c'est que quand vous avez une autre nationalité, et particulièrement ceux qui ont la nationalité de l'ancienne puissance colonisatrice ou tutrice, ils ont tendance à minimiser les problèmes de fond qui sont les nôtres. Et les problèmes de fond qui sont les nôtres, quel que soit le problème, ils le font. Ils le font. En réalité, oui. En réalité, je ne peux pas dire ça comme ça. Ils n'ont pas tendance, ils le font. Non, ils le font. Il a raison. Il a raison de me reprendre là-dessus. En réalité, ils font allégeance. Parce que la nationalité est une allégeance. Oui, oui, monsieur, c'est ce que ça signifie. Quand vous prenez une autre nationalité, vous prêtez serment. C'est une allégeance, la nationalité. Mais quand vous n'avez pas une nationalité étrangère, vous voyez comment ça se passe. C'est simple. Vous avez un acte de naissance, ensuite vous avez une carte nationale d'identité, vous ne faites allégeance à personne puisque vous êtes vous-même. Vous ne pouvez pas faire allégeance à vous-même. Mais quand vous prenez une autre nationalité, vous prêtez serment. Donc vous faites allégeance à quelqu'un. Et vous avez l'obligation d'aller au moins pendant peut-être une fois par an ou une fois tous les 2, une fois tous les 3 ans dans ce pays. Et vous payez, et il y a un autre problème de fond, vous payez les impôts à ce pays. Parce que les gens qui disent, ouais, on veut la double nationalité, on veut la triple nationalité. Monsieur, ça signifie une commission de fiscalité. J'ajoute de l'autre dans votre vin que allons-y, messieurs. Vous devez avoir un point d'ancrage là-bas. Et le point d'ancrage, c'est quoi? C'est des investissements. Des investissements que vous faites. Donc, vous privez notre pays d'origine de ces investissements. Mais en fait, vous créez ce qu'on appelle les commissions de double fiscalité. Voilà. C'est une complexité exceptionnelle. Parce que vous devez payer les impôts là-bas et payer les impôts aussi. Parce que, messieurs, qu'est-ce qui fait de vous un citoyen? C'est pas le fait d'avoir la CNI, la carte nationale d'identité. C'est le fait de payer justement les impôts. Le passeport, c'est le fait de payer les impôts. Voilà. Donc les gens qui disent je suis Camerounais, je suis machin, est-ce qu'ils payent les impôts? C'est ça, payer les impôts. Les gens sont ici, ils travaillent du matin au soir, ils montent, vous criez que vous voulez la nationalité. Vous contribuez en combien à la vie à la vie du pays? Ce compatriote a raison. Nous devons avoir, dans tous les cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails, le dirigeant de demain. C'est le nationaliste pur et dur. Point. Qui pense, qui rêve, qui imagine, qui ne projette, qui ne se donne d'objectifs. C'est-à-dire que tous, ils dorment, ils se lèvent, ils rêvent, ils se couchent, ils ne pensent que son pays. Et c'est ces gens-là qui sont les meilleurs interlocuteurs pour ceux qui aujourd'hui pillent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'avec eux, A sera A. B sera B. 1 sera 1. 2 sera 2. Ce ne seront pas des gens qui ne savent jamais quoi faire. Et c'est avec ces gens-là, vous n'aurez jamais les problèmes de révolte que nous avons et les conflits que nous avons sur notre continent, parce qu'on saura anticiper et gérer. Et je crois qu'il a raison. Bon, d'accord, vous lui donnez raison à notre téléspectateur ce matin, monsieur. Plus que 30 minutes pour sortir de cette édition dont vous avez encore 30 minutes. Tout le monde dit, ah, c'est bien, d'accord. Oui. Bon, Patrick Sabac, vous allez également revenir sur cet avis. Oui, vous je votre avis. Vous également? Ah, d'accord. Mais monsieur, on a un autre sujet. Je vais donner mon avis sur la question. Oui, allez-y. Revenez sur la question parce que j'ai été interpellé sur le franc CFA au niveau de l'Afrique centrale par un de nos frères dans l'interactivité. Pour dire qu'il faut présenter les scripts, commençons par Léomba. Qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai même repris ce qu'il avait dit sur votre plateau ici, je crois, il y a 48 heures. Tout Gabonais a 2 patries, la France et le Gabon. Il commence par la France. Donc, la prééminence institutionnelle valide, officialise publiquement que tout Gabonais a 2 patries, la France et le Gabon. Allez donc savoir derrière. Alors, pour le cas du Cameroun, il y a 3 scripts. Thierry Michel Atangana et Tissu Lezoa sont des ministres qui, le dernier, c'était le secrétaire général à la présidence de la République, de Paul Biya. Et comme il était médecin, c'était son médecin. Donc il a eu la malencontreuse idée de penser qu'il pouvait balader la lumière de sa raison dans les obscurités sacrées du système au Cameroun en prétendant qu'il pouvait être candidat en 1997. Eh bien,
Mal lui en a pris parce qu'il s'est retrouvé dans les geôles avec celui qui était son directeur de campagne, qui avait lui-même aussi été reçu par Paul Biya à l'aéroport. Alors, donc, qui a dû intervenir pour que ces gens sortent? La Paris. France. Paris. Ils sont sortis. Et pourquoi? Parce qu'on a excipé leur nationalité française. Il y a... comment elle s'appelle? Eyoum. La dame là. Madame Eyoum. Lydiane Eyoum. Elle était à Konégui, c'est la présidence centrale de Yaoundé. Et c'est son appartenance à la nationalité française qui la sort de prison. Paul Biya lui-même, parce que Hollande est passé au Cameroun, il a plaidé pour que sa compatriote Lydiane Eyoum puisse sortir. Paul Biya a dit, écoutez, elle a détourné soit 1 ou 2 milliards et tout, mais je verrai ce qu'elle va faire. Quelques temps après, elle est sortie. Vous comprenez? Alors, 97% des ministres en Afrique francophone ont la double nationalité de leur pays, entre guillemets, et de l'extérieur, notamment occidental. Donc, il faut comprendre que ce que notre cher frère, dans l'interactivité, a évoqué là, est fondamental. Et je pense justement qu'il faut rester, quand il dit pur et dur, c'est que soit on est Camerounais, soit on est Ivoirien, soit on est Burkinabé, ou on est rien. C'est de ça qu'il est question. D'abord, le nationalisme, c'est l'attachement aux idéaux d'une nation. Et le premier attachement se situe au niveau de la seule nationalité. Vous comprenez? Bon, maintenant, il y a ceux qui sont des hommes d'affaires, qui peuvent aller recruter des nationalités parce qu'ils veulent faire prospérer les affaires, mais les droits politiques, notamment au niveau de l'éligibilité, l'éligibilité... Comme que c'est un faux raisonnement. Parce que il faut déjà dire quelque chose, frère Timba. C'est que tout le monde n'est pas dans la même longueur d'onde. Et il faut s'unir avec les prêts à l'union. Parce que quand on dit l'unité de l'Afrique, c'est pas qu'on va prendre tous les pays africains d'un coup. Il y a ceux qui sont prêts à s'unir. On commence avec cela, même s'ils sont 3. On s'unit d'abord. Donc ceux qui vont comprendre le bien fondé de cette union-là vont se greffer. Ce sera par gravité que ça va se passer. Maintenant, quand on revient sur le franc CFA, il a dit, où en est-on avec le franc CFA en Afrique centrale? Eh bien, je parle d'autorité. Paul Biya est arrivé au pouvoir en 82. Vous savez ce que ça fait en termes d'années. Idriss Déby est arrivé en 90. Vous connaissez faire les calculs. Sassou Nguesso 79, ensuite 97, à la suite de tout ce que nous connaissons. Vous avez en Afrique centrale encore Obiangema. Bon, mais Obiangema rentre dans le franc CFA, il faut que ce soit clair. La Guinée équatoriale avait sa monnaie qu'on appelait l'Ekwele. Et donc, c'est parce qu'il hérite d'un pays totalement délabré sur le plan économique qu'il est approché par Houphouët-Boigny et Bongo, le père, pour rentrer dans le franc CFA en lui présentant l'illusion de la garantie monétaire. Il entre en 83-84 et justement l'accord de 72 et 73 dont je parlais, qui précisait que chaque fois qu'un chef d'État va sentir que cet accord lui est préjudiciable, il peut le dénoncer, mettre en place des passerelles intermédiaires afin d'orchestrer la convergence macroéconomique pour financer le développement et mettre sur route une nouvelle monnaie. Ça, c'est l'accord, l'article 17 dans les accords de Dakar et de Brazzaville au niveau monétaire en 72 et 73. Alors, c'est à conformité avec cette affaire-là que en 2003, Obiangema demande des comptes sur le compte des opérations. Puisque tous les chefs d'État qui décident, la personne ne peut tenter. Parce qu'en 62 et 73, on a dit aux gens, bon, on va plaire à l'opinion, hein, mais vous avez l'obligation de garder le silence. Celui qui essaye, il va se voir rappeler toutes les conneries qu'il a faites encadrées par nous. Donc, vous comprenez? Donc, tant que c'est Biya, c'est Déby, c'est Bongo, parce que Bongo, c'est la suite de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait par le mot sexualité, il y a 2 ou 3 jours ici. Donc, ça, ce sont des éléments dont que les gars utilisent pour garder en captivité les chefs d'État. Et donc, comme eux, ils sont non arrivés au pouvoir, aidés en cela par le banditisme international, eh bien, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ils vont parler, ils disent de faire souvent des sorties. À des moments, il a fait une sortie, je crois, une en 2014. Il dit, bon, voilà, le franc CFA là nous met mal à l'aise. Il va falloir, l'ambassadeur de France au Tchad aller au palais, lui dit, écoutez, bon, je vais donc faire le rapport sur la position que vous avez prise sur le franc CFA. Il dit, non, les gens ont mal interprété mes propos. Donc, parce qu'il ne veut pas de problème. Donc, il ne faut pas espérer, sauf si on est dans l'illusion et la candeur, que l'un d'eux puisse sortir du franc CFA. Pourtant, il est exigible tout de suite qu'on sorte du franc CFA et qu'on mette en place justement un dispositif, parce que nous avons la compétence pour ça ici. Il n'y a pas à s'inquiéter. Je voulais rassurer l'Afrique.
il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Et je le dis souvent, chaque fois qu'un pays acquiert son indépendance politique totale, il acquiert une extinction et immédiatement sa souveraineté monétaire. Parce que c'est la souveraineté monétaire qui permet de maîtriser la banque centrale, les banques commerciales et tous les circuits financiers pour financer les projets issus du génie qui sommeille en le peuple désormais libre. Mais surtout, garantit les 4 éléments qui lancent la souveraineté dans un pays. La sécurité extérieure, c'est la diplomatie et la défense nationale. Vous ne pouvez pas sécuriser ça si vous n'avez pas votre monnaie. La sécurité intérieure, c'est la police et la loi. Vous ne pouvez pas régler des choses là-dedans si vous n'avez pas votre monnaie. Vous avez déjà expliqué ça voilà, ici. Donc, vous comprenez que c'est fondamental de sortir le franc CFA. Mais n'attendez jamais que ça arrive pas avec les personnages. Nous allons les protéger, mais c'est les nationalistes purs, mûrs, durs et sûrs. Parce qu'il faut que je précise très bien. Parce que les gens peuvent être purs, mûrs, et puis au premier virage, et ils ne sont plus sûrs. Donc, il faut que ce soit pur, mûr, dur et sûr. Qui prennent la tête de nos États et qui posent les vraies questions, parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que la stratégie de l'esquive qui a été justement sécrétée par ces gens pour gouverner le comportement de nos hommes politiques, là, il faut Messieurs, terminons avec les réactions. Il y a également Albert Anatola ici qui voulait répondre justement à notre téléspectateur ce matin, parlant justement de cette attitude à ne plus être, justement, ne plus avoir de double nationalité, mais à être entièrement et totalement africain. Tout à fait. Et ayant bien sûr fait ses études sur le sol africain, il précise. Je veux dire que tu peux aller faire des études ailleurs, mais vous gardez votre nationalité. Vous avez un seul passeport. Sankara avait un seul passeport. Mohamed Kadhafi avait un seul passeport. Babo a un seul passeport. Il y a beaucoup de pays qui se proposent de lui donner un passeport diplomatique. Parce qu'il est nationaliste, il est patriote. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez la nationalité de notre pays, pas seulement ce que... Je ne vais pas revenir sur les éléments que... les uns les autres ont déjà souligné. Il y a convoqué tout à l'heure. Oui. Ça dit que vous... Parce que vous ne pouvez pas servir d'un maître. C'est même biblique. Soit vous avez l'un... Et vous allez aimer l'autre. Donc ça devient compliqué. Donc vous ne pouvez pas choisir... Vous ne pouvez pas choisir de vivre avec 2 maîtres. Ça c'est 2 de 2. Et puis... Régulièrement, je parle de la fermeture des frontières. Il y en a qui seront... Vous savez pourquoi? Ils ont des intérêts. De l'autre côté, il y en a qui ont acheté des villas, qui ont acheté des immeubles là-bas. Ce sera très compliqué. Et ce sont donc les gens qui organisent la saignée financière, les détournements. Voilà la conséquence d'avoir une double nationalité. Bien sûr. Merci beaucoup Albert Anatola ici pour cette réaction également. C'est une déclaration d'un ministre camerounais, d'une ministre camerounaise. Elle a dit comme la France a les intérêts au Cameroun, comment on va chasser Paul Biya, elle sera la Catherine Samba Panza du Cameroun parce qu'elle est française. D'abord, elle a sa nationalité française et elle est ministre au Cameroun. Elle a déclaré. Allez suivre. C'est clair. André Guissefaka, revenons justement au sujet qui nous intéresse ce matin, parlant de la Côte d'Ivoire. On parle bien sûr, selon notre thème de ce matin, une menace contre la paix, cette marche de demain et ce rassemblement de demain et cette marche de dimanche. Mais c'est pour la paix plutôt. Parce que si Ouattara, la gangrène, ce qui cause le problème de la Côte d'Ivoire actuelle, c'est un seul individu. Parce que M. Ouattara se trompe, hein, même ceux qui sont autour de lui là ne sont pas d'accord avec lui. Oui. Je suis sûr que si on donne une opportunité à Ahmed Bakayoko, il va lui loger une balle dans la tête. Je vous le dis. Ahmed Bakayoko est capable de loger une balle dans la tête de M. Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, vous n'êtes pas avec lui. Hein, mais bon, je vous le dis pourquoi. Parce que Kimbafori Soro Guillaume est quand même le mentor de M. Ahmed Bakayoko. C'est M. Kimbafori Soro Guillaume qui met le nom de Ahmed Bakayoko dans le gouvernement d'union où ils font avec où il entre ministre, je crois, de la culture ou bien de l'information, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez que, mine de rien, Kimbafori Soro Guillaume est quand même un acteur principal de la rébellion. Ouais, quand même, pas que. Il est l'acteur principal de la rébellion. Vous comprenez un peu. Et il a encore ses hommes dans la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout le monde est prêt à en découdre avec M. Alassane Dramane Ouattara. Et d'ailleurs, quand M. Kimbafori Soro Guillaume démissionnait de l'Assemblée nationale, il dit « J'abandonne le tabouret pour le fauteuil ». Ce qui a causé beaucoup de problèmes. On a éliminé plusieurs gardes Soro dans son entourage. Petit empoisonnement. Vous savez que même dans l'entourage de Ngon Koulibaly, il fallait que vous entrez dans un bureau et AVC, ça vous prenait. Parce qu'on avait déjà mis quelque chose dans la climatisation. Donc, vous avez une gouvernance par embuscade, une gouvernance par assassinat, une gouvernance par où on embrigade les gens, on embrigade les libertés. On a mis tout le monde sous scellé. Parce qu'il faut juste que vous prononcez un mot. Quand vous prononcez Laurent Koudou Gbagbo,
vous allez en prison immédiatement. Vous avez une nation où aujourd'hui les libertés sont privées. Vous avez une nation où le président de l'Assemblée nationale est arrêté ou bien est menacé alors que les députés de la nation, vous avez les députés de la nation qui sont arrêtés, jetés en prison sans lever d'immunité parlementaire. Vous avez des télévisions qui ne peuvent plus diffuser en Côte d'Ivoire. Vous avez des journaux qui ne peuvent plus paraître. Vous avez plein de choses de privation de liberté des individus. Vous savez, il y a une brillante dame, je crois, qui est de la société civile, qui a été arrêtée parce qu'elle était la première d'organiser des marches en Côte d'Ivoire pour dire non au troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, aussi longtemps que vous avez une société où un homme est devenu un tyran, parce que dictateur même c'est faible, c'est devenu un tyran. Un tyran, il tire sur tout ce qui bouge. Parce que si vous dites non un seul instant, il tire sur vous. Il a disposé, en dehors de l'armée régulière, il a mis une autre armée irrégulière qu'on appelle les microbes à Abidjan, qui sont armés de machettes et de gourdins. Dès que vous dites ado, si c'est dégage, on vous coupe avec la machette. Donc, sous le regard bénissant, sous le regard jovial de la France, de M. Macron, sous le regard bénissant de l'ONU, sous le regard bénissant de la CEDEAO, vous comprenez un peu, suivez mon regard, c'est-à-dire, vas-y, vas-y, continue à tuer les Ivoiriens. Non, je pense qu'aujourd'hui, la marche de l'opposition, c'est justement pour régler ce problème. Que les Ivoiriens sortent en masse, en milliers, en milliers et en milliers, et envahissent Abidjan. Parce que c'est ça le plus grand défi aujourd'hui, la capacité de mobilisation des Ivoiriens. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du slogan de campagne du président Laurent Gbagbo, devant ses maïs. Merci beaucoup, Anté-Christophe Fanga. Nous allons justement dire un coucou, faire un coucou à monsieur Mbanga Paul du côté des États-Unis qui nous regarde justement tous les matins. Il est l'oncle d'ailleurs de notre réalisateur de ce matin, McDonald Tombo. Mbanga Paul qui nous regarde tous les matins. Justement, DBS matin jusqu'aux États-Unis, à Chypre, en Écosse, sans oublier bien sûr à Troyes, à Liège, en Belgique, à Bruxelles, à Paris. Ils sont très nombreux d'ailleurs qui nous écrivent tous les matins. Ils sont pleins sur les réseaux sociaux, sans oublier bien sûr sur Facebook, sur notre page officielle. Albert Anatola est ici, marché dimanche. Permettra-t-il justement à la Côte d'Ivoire, si jamais Alassane Dramane Ouattara n'est plus chef de l'État, dira-t-on, comme Dr Yam le disait encore il y a quelques instants, le pays va changer, quelque chose va changer réellement, quand on sait pertinemment que même ces personnes qui disent être de l'opposition ont également un deuxième passeport et ils veulent la bénédiction de la France? Oui, bon, disons que la marche, dans le contexte actuel, a pour objectif de faire pression, de mettre la pression au Ouattara pour que ces derniers puissent reporter l'élection présidentielle du 31 octobre. L'élection présidentielle du 31 octobre. À laquelle il se présente. À laquelle il se représente pour une troisième fois. Comme même il prétend que c'est le premier mandat, de la Troisième République. Donc je pense que c'est ça l'objet, n'est-ce pas, de cette marche, de cette mobilisation populaire. Oui. Mais tout à l'heure nous avons évoqué ça. C'est-à-dire que en réalité, les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ne fondent pas leur combat ou bien leur posture politique ou leur engagement politique sur des questions fondamentales, c'est-à-dire les problématiques fondamentales, c'est-à-dire la monnaie, la souveraineté monétaire et économique, l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, ou bien les accords de coopération, les questions des détournements de pillage de nos ressources naturelles. Non. Ils perdent le temps, leur énergie sur des questions périphériques qui n'ont rien à voir avec les véritables questions. C'est comme que j'ai évoqué tantôt. Donc, et la plupart, il n'y a pas un problème périphérique. Et la plupart, et la plupart, nous savons avoir un problème, des problèmes systémiques. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le problème. Comme dans la plupart des pays de l'espace francophone d'Afrique, c'est le même problème. Donc, je pense que est-ce que cette marche sera véritablement encadrée? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y aura pas de débordement? Je pense que notre souhait, contrairement à ce que un internaute croit qu'au Cameroun, nous défendons les marches et en Côte d'Ivoire, nous les encourageons. Non. Le problème, ça veut dire qu'il a une mauvaise compréhension de la situation. Nous sommes là dans l'expression d'un ras-le-bol, c'est-à-dire un président de la République qui a le devoir de protéger et de respecter la condition qui la viole. Il y a également les éléments de langage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire vous dites une chose et vous dédiez par la suite. Dans la cosmogonie africaine, lorsqu'un patriarche prend la parole pour dire une chose, il tient à ce qu'il... Il tient justement à cette parole. On attend toujours en tout cas la réaction d'Emmanuel Macron qui n'est toujours pas... Non, on n'a pas besoin. Non, écoutez, président... Je vous ai compris, Albert Latour, ici, vous n'avez pas besoin de sa réaction. On comprend parfaitement. Moi, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que
ce monsieur a voulu faire croire au monde entier son opinion n'est pas importante. Il n'y a pas de démocratie. Je vous rappelle quand même que Alassane Dramane Ouattara a également ses partisans. Il n'en manque pas. Il est ivoirien. Mais si on va revenir avec vous. Ils ont insulté le Cameroun, que le Cameroun est une gérontocratie. Macron est élu par les Français. Messieurs, on vous comprend parfaitement, merci. Cette partie n'est pas nécessaire. Je vais me tourner vers Patrick Sapak ce matin. Patrick Sapak, je vais me poser la question. N'est-il pas de bon ton aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara dépose le tablier, que Henri Konan Bédié et les autres également, comme Laurent Koudou-Barbeau, prennent l'initiative de s'en aller, de laisser à la nouvelle génération justement le temps de gérer la Côte d'Ivoire? Alors, le départ d'Alassane Dramane Ouattara est capital. Capital parce que les gens semblent vouloir esquiver ça. La France et l'Occident n'ont prospéré dans leur démarche machiavélique sur notre continent qu'avec la complicité active et engagée des acteurs principaux. C'est ce que j'appelle les animateurs internes du système, dont le premier est toujours le chef de l'État. Oui. Alassane Dramane Ouattara, comme Paul Biya et comme les autres, sont les amis des Occidentaux. Donc il faut que ce soit bien clair. Et donc, maintenant s'il y a des degrés, la vassalité vis-à-vis de ces gens-là peut être relative, mais ça reste les mêmes blocages politiques. Ouattara, le premier chantier en Côte d'Ivoire, c'est d'abord d'évacuer ce monsieur. Ça, c'est le premier chantier. Le reste, on va voir après. Vous comprenez? Il faut d'abord dégager ce monsieur parce que c'est un instrument solide de complicité avec les bandits internationaux pour ensevelir l'humanité qui doit exister en les Ivoiriens. Donc, c'est d'abord ça. Il ne faut pas se tromper de combat. Donc, Alassane Dramane Ouattara est un pion. J'ai toujours dit qu'il y a deux groupes de responsables dans le marasme de l'Afrique. Il y a les bandits internationaux que j'appelle les concepteurs du système. Et il y a les bandits nationaux que j'appelle les animateurs internes du système. Et qui sont chapeautés donc par quelqu'un qui est la prééminence institutionnelle choisie par ces bandits internationaux. Merci. Alors, donc, il faut absolument qu'ils libèrent d'abord l'espace. Konan Bédié et tous les autres, nous allons les contrôler. Parce que juste après, le chantier qui va suivre, après que le chassement, pour utiliser son terme, ait été exécuté sur Ouattara, eh bien, ça va être très lourd. Et ce ne seront pas seulement les Ivoiriens, ce sera toute l'Afrique, parce qu'on est en train d'y travailler. Merci justement pour vos réactions ce matin. Messieurs, ça va pas être tellement facile, on vous comprend parfaitement. C'est assez dur d'ailleurs ce matin de parler de tout cela. Permettez-moi de lire quelques messages sur WhatsApp ce matin avant de revenir avec vous pour une dernière prise de parole pour 2 minutes. J'espère que ça va vous plaire mieux. Bien sûr, bien sûr. D'accord, monsieur. Salut le panel. Je pense qu'il faut aller même plus loin dans les critères d'éligibilité du président modèle africain. Avoir un nom africain. Mais il faut que les panafricanistes sortent des studios pour aller dans les rues, les marchés, les écoles. On doit en faire notre religion. Il faut les prêtres. Pour ça, eh bien, c'est Edem qui nous écrit depuis le Togo. Les Français ont détruit l'identité du peuple ivoirien pour le cas de métis ne sont pas reconnus par l'État français. C'est un crime contre le peuple africain. Le français est le plus grand criminel pour l'humanité. Adamou, depuis l'extrême nord du pays, c'est à Marois. Docteur Yambi vous pose la question, je vais vous la poser d'ailleurs. Pourquoi les Camerounais utilisent le logiciel de la comptabilité Sage Sari pour la France? Vous voulez que je réponde tout de suite? Tout de suite, bien, allons-y rapidement. Écoutez, c'est parce que, d'abord, c'est une bizarrerie parce que le système comptable qui est utilisé au Cameroun, qui est le système comptable OADA, n'est pas celui qu'on utilise en France. Oui. Même s'il s'en inspire d'une certaine façon. Alors, donc, nous utilisons un logiciel qui est conçu pour un environnement qui est différent du nôtre et quand vous l'utilisez ici, vous êtes obligé de le reparamétrer. Oui. Alors que, vous avez beaucoup de jeunes Camerounais qui proposent des logiciels conçus nativement pour le système que nous utilisons ici. Alors, qui doit porter la révolution? Mais c'est l'État. C'est le gouvernement qui doit dire les seuls logiciels qui permettent de s'assurer que les écritures comptables sont passées de manière fiable, que l'information financière délivrée par les entreprises, elle est fiable et certaine. C'est l'État. Et c'est de cette façon indirecte, on appelle ça les barrières non tarifaires, c'est de cette façon indirecte que l'État porte les concepteurs, les promoteurs d'entreprises et les créateurs de richesses. En réalité, nous avons très peu de choses à faire pour développer nos pays. Nous avons le sentiment qu'il nous faut construire de grands barrages, de grands ponts, des immeubles qui ont 300 étages. Non.
Nous avons besoin de nous assurer que des jeunes gens sortis de l'université, qui ont conçu un petit logiciel de gestion comptable, l'État dit c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez donc les 150 000 entreprises du Cameroun qui sont obligées d'acheter ce logiciel-là. Merci. J'espère qu'il a répondu à votre question. Hein. Bonjour, dis bien, je suis Ousmane Sissé, Ivoirien vivant au Cameroun. Votre panéliste demande à mes frères ivoiriens d'envahir Abidjan et il s'offusque du fait que Ado a fait sortir toute la police dans mon pays. Alors ce même panéliste s'insurge contre votre frère Maurice Kamto quand il appelle à des marches au Cameroun. Je suis un opposant à Ado, mais je suis contre ces marches qui feront couler le sang des Ivoiriens. Vous utilisez le mot chassement pour Ado, mais pas pour votre président. En tout cas, c'est toujours utilisé depuis la nuit des temps. Il nous a dit, hein, il nous a donné son nom. Oui, et il nous dit d'ailleurs qu'il nous écrit depuis Ousmane Sissé, il est ivoirien. Bonjour, le panel d'intervention de Dr Ma intéressé pour le processus d'être président en Afrique, totalement africain. Mama Messi depuis Yaoundé. Mama Messi, j'espère qu'elle a toujours, la dernière fois elle se plaignait qu'elle n'avait pas d'IBS, maintenant elle est là, finalement. Allons-y rapidement, Steve. Je ne suis pas d'accord avec M. Sapa pourquoi le siège de la Banque centrale de l'initiative du guide libyen devait être à Yaoundé, parce que c'était là justement la capitale choisie, en tout cas pour cela. Je vous réponds rapidement. Bonjour DBS TV, je suis content de vous suivre chaque matin. Vous nourrissez bien mon cerveau avec vos débats. Bravo, bravo et courage. Vous êtes des modèles pour nous les Africains et panafricanistes. Hubert Nimon depuis Lomé au Togo. Bonjour, oui bonjour. Bon, la personne nous écrit depuis le Togo, mais elle n'a pas laissé son nom. Bonjour à vous tous. La constitution ivoirienne avant la maladie de Boigny était écrit: en cas de vacance de pouvoir, c'est le premier ministre qui achève le mandat. Boigny, sachant bien que Ado, n'étant pas ivoirien, avait fait modifier la constitution en mettant ceci: en cas de vacance de pouvoir, le président du Parlement achève le mandat. En tout cas, cette personne ne nous a pas laissé son nom. C'est toujours une personne qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour à tous. Moi, je pense que votre plus grande bataille doit être la bataille du franc CFA. J'aimerais demander au grand Patrick Sapak si c'est possible de gagner cette bataille dans un futur proche compte tenu des avantages que tire la France. Si oui, comment? Garba Bello depuis Dioron au Cameroun. Pour répondre à la question rapidement, parce qu'il nous manque plus que 8 minutes pour sortir de cette édition. Oui, le gros problème, c'est souvent au niveau de l'indigence des ressources. Oui. Vous comprenez? Parce que c'est la monnaie qui est le carburant de toute économie. Mais maintenant, quand vous avez des pays au potentiel très lourd, parce que l'Afrique, c'est pratiquement les 53% de la richesse mondiale. Et si vous allez pays après pays, vous allez constater qu'il y a matière à travailler. Alors, mais vous ne pouvez pas engager des réformes économiques. Vous ne pouvez pas engager, je voulais dire, des perspectives et des prospectives économiques si vous ne vous adossez pas sur un instrument qui soit contrôlable par vous-même. Pour jouer sur les marchés financiers, vous avez besoin d'avoir l'autonomie, la gestion de votre monnaie. Parce que le franc CFA, par exemple, n'est reconnu nulle part. Même à Paris, où on frappe ce franc CFA, vous ne pouvez pas faire des achats avec le franc CFA. Vous allez dans un supermarché, vous dites, écoutez, c'est quoi ça? Hein? Vous ne pouvez même pas, le pilier du franc CFA, qui est l'un des piliers qui parlait de l'unicité de la zone monétaire. En Afrique centrale, le franc CFA que vous utilisez, vous ne pouvez pas l'utiliser en Afrique de l'Ouest. Une autre perfidie. Donc vous comprenez, donc pour dynamiser les économies, nous avons d'abord besoin de la liberté de la production de nos politiques monétaires. À partir de ce moment-là, l'expertise africaine, parce que nous avons travaillé avec tous les économistes de haut vol, avec Dr Abo, que nous avons reçu sur les plateaux et dans les forats. Nous avons travaillé avec plusieurs exégètes de cette question-là, et il y a déjà un calibrage qui est là. Donc pour la mise en place justement des éléments et des passerelles intermédiaires, déjà, parce qu'il faut noter que si vous prenez le Cameroun, avec un potentiel aussi lourd, vous avez 22 millions d'hectares de forêt ici, ce sont les 47% du bassin du Congo. Vous avez 20 000 mégawatts de potentiel énergétique. Le deuxième plus costaud d'Afrique appelle la RDC. Vous avez 72 253 km² de terres arables, donc fortement fertiles. 120 milliards de mètres cubes d'eau tant sur le réseau hydraulique sur le vous comprend parfaitement. 366 000 milliards de valeur financière du sous-sol. Vous avez 548 sites touristiques viabilisables. C'est ici. Vous n'avez juste besoin que d'avoir la liberté de la production de votre politique monétaire. Le Cameroun, c'est le troisième potentiel économique d'Afrique. Merci. Après la RDC, l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est juste pour un exemple, pour dire que dès qu'on a notre monnaie, et il faut le faire tout de suite, parce qu'il ne faut pas attendre demain. Et donc, on ne va pas attendre des chefs d'État que j'ai cités là, qui le fassent, mais nous allons les protéger. Pour permettre donc aux nationalistes purs, mûrs, durs et sûrs d'arriver pour poser les vraies questions.
Bonjour DBS, merci pour tous les membres du plateau car ils maîtrisent l'info. Continue de nous édifier, Sa Majesté Singoke Ndoumbe. Oui, merci également à vous, Sa Majesté Singoke. J'espère que je prononce bien, Ndoumbe, qui nous regardait ce matin encore. Bien, le bonjour à vous sur le plateau. J'aime ce que vous faites, mais je souhaite que vous pensiez à une autre méthode de sensibilisation de la société camerounaise et surtout africaine. La personne ne nous a pas laissé son nom, laquelle il ne nous a pas donné. Nous avons besoin d'une prise de conscience collective pour nous réapproprier notre patrimoine culturel. Ngantui, traditionnaliste, le problème africain, c'est cet esprit de victimisation que nous avons pris comme valeur et pire encore, le fait de considérer que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. C'est ce qu'il nous dit encore également ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que nous devons apprendre notre culture, nos cultures à nos enfants. Merci également à vous ce matin. Messieurs, plus que quelques minutes, quelques secondes pour sortir de cette édition. Dr Yam, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour terminer justement cette édition en une minute? Une seule. Bah écoutez, je vais vous dire une chose. Il faut que les gens sachent que les marches ne sont pas dans les traditions africaines. Oui. Et que je plaide pour que la politique soit fondée sur nos valeurs traditionnelles. Les marches sont si vous voulez, une exception, quelque chose qui vient de la pratique de la politique en Europe, parce qu'en réalité, il n'y a que le roi. Le roi est la figure centrale. Oui. Et on ne parle pas devant le roi. Alors que chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons la palabre africaine. Et tout le monde a le droit à la parole et tout le monde a du temps de parole. Donc, on n'avait pas besoin traditionnellement de faire des marches. D'ailleurs, il n'y a pas de mots pour dire ça dans nos langues africaines. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire, c'est en réalité que si l'opposition, et là peut-être que je vais fâcher quelques amis ivoiriens, mais si l'opposition ivoirienne, elle sait depuis un certain temps, je leur ai dit c'est mon point de vue, mais c'est mon point de vue de Cameroun. Allons-y rapidement. Mettez-vous ensemble, oui. Et comme si vous maîtrisez l'électorat, je peux vous assurer que si vous avez 80% des suffrages, Alassane Dramane Ouattara et sa CEI ne vous voleront pas votre victoire. Donc ce que vous allez faire, c'est aller aux élections, gagner cette élection par 80%. Faire les marches avec un homme violent, avec un régime violent, avec un système violent. Merci à ici d'avoir rappelé que c'est un problème systémique. Faire des marches dans un système violent, oui, par nature, est toujours contre-productif. André Guissette-Fanga, votre mot de fin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Camto organise les marches pour chasser Paul Biya. Oui. Alors qu'il était à l'élection 2018 avec Paul Biya. Et Paul Biya l'a battu à 60%. À plat de couture. Il a refusé d'aller aux élections législatives et municipales. En fait, il a refusé tout ce qu'il faut pour justement conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir. Donc, il ne faut pas s'allier à ce genre de satanistes, parce que ça, c'est du satanisme. Vous ne pouvez pas refuser, on vous pose parce que quand même, s'il allait aux élections, je suis sûr, législatives et municipales, il devait avoir vraiment un équilibre au niveau de la municipalité à la législature, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, donc pour dire que soutenir la marche de Camto pour faire quoi? Il allait aux élections, il y avait la crise anglophone. Il allait aux élections, le code électoral était le même. Depuis, il allait à 2 élections. Camto allait à 2 élections avec le même code électoral. 2013, où il était candidat à la députation dans le Fundi, tête de liste du MRC dans le Fundi. Il allait aux élections avec le même code électoral. 2018, il allait aux élections avec le même code électoral. Il vient nous demander d'aller dans la rue pour faire quoi? Merci. Nous ne pouvons pas suivre ce genre d'idiot politique. Merci, non. Maintenant, je finis avec la Côte d'Ivoire. Oh, mon cher ami. Allez-y. Maintenant, la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara est l'incarnation du mal. Donc, s'il faut extirper le mal, il faut que tous les Ivoiriens se réunissent pour extirper le mal. Et ce mal ne fait pas seulement du mal à la Côte d'Ivoire. Fait le mal à toute la communauté. Vous avez vu son projet d'éco. Il ne faut qu'être un sataniste pour arriver à ce niveau-là. Pour aller prendre un projet comme celui-là et amener pour la sous-région. Prendre le grand Nigeria, Ghana, tout ça, pour mettre dans une seule monnaie contrôlée par la France. Il faut être vraiment un ado pour le faire. Merci beaucoup, André Guissette-Fanga, avec ce matin. Albert Adatola, ici, votre mot de fin pour terminer. La première, c'est sur la double nationalité. Pour dire quoi? Pour dire que les gens qui ont 2 doubles nationalités, très souvent, c'est eux qui favorisent, n'est-ce pas, les détournements de données publiques. Et lorsqu'ils sont poursuivis par la justice... Ils prennent les avions pour entrer chez eux. Et lorsqu'ils font l'objet de poursuites judiciaires, eh bien, leur pays, leur véritable pays, les extirpe, n'est-ce pas, des mains de la justice. Deuxième chose que je ne suis pas la Côte d'Ivoire. Terminons rapidement. Là, je ne serais pas d'accord avec Yann parce que aller à cette élection,
qui sera une mascarade électorale, qui sera cautionner justement l'imposture de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc il faut aller par conséquent, il faut le laisser aller dans sa silence en histoire. Albert Natulaï, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est un plaisir. Cependant, l'opposant Pascal Affi-N'Guessan annonce une rencontre les jours à venir avec l'ancien président Henri Konan Bédié, tous deux candidats à la prochaine présidentielle. Le gouvernement ivoirien de son côté, assure que ces élections vont se dérouler dans la paix et la transparence. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.